ويلتي دي توالين تكوسان كقلا كنود نرقم سراج سوذم الانترنت ناغ زوم ادي لي نسكين اكدو السلمى هذا دي ثلاث ساعة اكتواسنن ذا السلمى دي سداويت اش او سي مونريال اثنا غادي يخدم لا كونفيرونس ناع سراج كي ادي مسلاي غافين كيشدن امكايلي ومظالوس كان سند وطن كاين كوفيد 19 كان يدقرني كل مسنون انت ذا مساوله وقاد نتسيرتي تقارن باللي اما ظالو غيتسيلي غنكني قلا هكا امزيك شكون عطا سايب دلندكس هي علم نكون شاكي ونبوي بروفيسور عمر عبدو في ديمسلاي غافن شتاكي ازول نسال كي غنتي تفكاكني قلا غنكني كماس عمر سلقايث هو كي سوتلايتا فرانسيس une analyse sur le temps long des raisons de l'échec économique mondial et quelques pistes pour en sortir. ذاك كارتا سيدي نروح نحضر النكسه كي وسندوها سي برازيل سي تموت سي الجزائر سي كندا سي فرنسا سي الانجليز حتى سي قلنا كا هي غادي لي مسامه كي سوت ثلاثه فرانسيس سي غزول عمر غزول فلاك غزول فلاون. Donc voilà, comme je l'expliquais à Omar, donc une conférence qui va se faire en langue française devant un panel de pas mal de gens qui sont venus d'un peu partout, y compris de Brésil, d'Algérie, de France, d'Angleterre. Donc, à toi la parole. J'ai donné le titre. Donc, on commence la conférence tout de suite. Et puis après, il sera suivi d'un débat. Les débats, encore une fois, je rappelle, ce sera des débats de préférence par chat, groupe de discussion chat. Vous allez les écrire et puis au fur et à mesure, quand Omar, professeur Aktouf, aura fini sa conférence, il va répondre une à une. Donc, à toi la parole, Omar. Merci. Alors, bon, Azul Fillawan, salam alaikum. Bonjour tout le monde. Eh bien, avant tout, un grand merci pour tous ces gens qui ont demandé à avoir cette conférence après avoir été faite avec mon ami Ahmed Damou sur le site de l'Association algérienne de transfert de technologie. Et donc, je répète le titre je vais le commenter un petit peu. C'est une analyse sur le temps long des raisons de l'échec du capitalisme, notamment de l'échec du capitalisme néolibéral qu'on constate aujourd'hui. On va voir pourquoi. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est un signe d'échec du capitalisme et les raisons donc de cet échec et quelques pistes de sortie possibles. Attendez-vous à des choses que vous n'êtes pas habitués à entendre. C'est pour ça que ça prend du temps à expliquer, parce que si je répétais ce que dit un peu tout le monde en économie, en gestion, marché, compétitivité, mondialisation, ceci, cela, libre-échange, tout le monde comprend très vite. Donc, en 10 minutes, je peux finir ma conférence. Eh bien, ça prend un peu plus de temps pour moi pour m'expliquer et les gens pour comprendre. Alors, la première chose que j'aimerais partager avec vous, c'est le fait qu'il faut bien comprendre que l'économie, ce n'est pas une science. Ça n'a jamais été une science. L'économie, ça a toujours été d'abord une philosophie sociale, donc une espèce de tentative de comprendre à partir du langage philosophique comment fonctionne la société et donc l'économie. Et ça, c'est les classiques. Et puis après, on a prétendu rendre cette économie scientifique à partir des néoclassiques, c'est-à-dire le dernier tiers, dernier quart du 19e siècle. On va voir pourquoi. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que si l'économie n'est pas une science, donc la gestion non plus, le management non plus n'est pas une science. Or, ce qui nous a conduit aujourd'hui dans la situation dans laquelle nous sommes, dans cette situation catastrophique mondiale qui a commencé par le Covid, et on va voir quels sont les liens entre le Covid, les virus, l'économie, le néolibéralisme et le libre-échange et tout ce qui s'ensuit, eh bien, c'est tout simplement parce que l'économie et la gestion, ce sont les bras armés l'un de l'autre. Alors, l'économie alimente les théories managériales et les théories de gestion avec les concepts qu'elle développe, et le management et la gestion alimentent à partir des expériences concrètes sur le terrain le discours et les concepts
de l'économie qui s'adapte au fur et à mesure. Donc, ce qui nous a donné Michael Porter, les théories de la compétitivité, etc., c'est un va-et-vient entre la pensée économique, l'application sur le terrain, qui est le management, qui est donc le bras armé de la pensée économique dominante, et le retour, qui est les leçons qu'on tire des expériences que fait ce bras armé. Alors donc, si ce n'est pas une science, c'est ce que c'est. Eh bien, c'est une idéologie. Et comme toute idéologie, ça évolue selon les intérêts, notamment des classes dominantes. Classes dominantes à l'échelle des pays, des nations, du monde, c'est ça l'idéologie. Ça a toujours été, depuis la préhistoire, ceux qui portaient les armes, les chasseurs, qui ont pris les pouvoirs les premiers, quand le Cro-Magnon s'est sédentarisé, eh bien, ce sont ceux qui portaient les armes, qui avaient le pouvoir, qui ont imposé aux autres ce qu'il faut croire ou ne pas croire, ce qu'on appelle l'idéologie. Et donc, ils sont servis de chamans, de sorciers, de je ne sais pas quoi, etc., pour expliquer aux populations, aux tribus, que l'ordre qu'ils avaient, dans lequel ils vivaient, s'ils profitent d'abord et avant tout à ceux qui portent les armes, qui deviendront plus tard les rois, les empereurs, les conquérants, etc., eh bien, c'est comme ça, c'est parce qu'il y a un dieu du soleil ou je ne sais pas quoi, ou des grenouilles ou du rhinocéros qui le veut. Bon, enfin bon. Donc, tout ça pour dire que, attention, et ça c'est très important parce que sinon, il y a une résistance au discours que je tiens qui vient du fait que, inconsciemment, tout un chacun pense que c'est une science, comme la physique, comme la biologie, comme l'astrophysique, qui ne peut pas se remettre en question. Non, c'est une idéologie. Et en plus, c'est une idéologie qui ne fabrique pas de théorie pour comprendre réellement comment fonctionne l'économie, mais c'est une idéologie qui décrit, qui fait la description de l'économie telle qu'elle fonctionne, telle que la veulent ceux qui en profitent. Donc, la théorie économique néolibérale que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas une théorie, c'est une idéologie, oui, avec les balises que je viens de donner. Ce n'est pas une science, c'est la description pure et simple de la façon dont fonctionne l'économie telle que la veulent les plus riches de ce monde, au GCL national et à l'échelle mondiale. Bon. Alors maintenant, plus précisément de quoi je vais parler, je vais commencer donc le ton long. Je vais commencer par la Grèce classique, Aristote, qui nous a déjà parlé de l'économie, il nous a prévenu d'un certain nombre de choses qui nous arrivent aujourd'hui. Ensuite, je vais parler de la naissance de l'économie comme philosophie sociale, avec les classiques, c'est-à-dire Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus, John Stuart Mill et Marx. Ça, c'est les classiques. Ensuite, comment on a tenté de faire de cette philosophie sociale, on a tenté d'en faire une science avec ce qu'on a appelé les néoclassiques. Il y a notamment l'un des pères des néoclassiques, Léon Walras, l'école de Lausanne, 1870 à peu près, dernier quart du 19e siècle. Ensuite, on va voir comment le néoclassique est devenu néolibéral. Qu'est-ce que le néolibéralisme? Qu'est-ce que l'économie néolibérale? Qu'est-ce que la mondialisation? Et on va voir aussi comment le capitalisme, le grand capital à l'échelle mondiale, évolue par crises, les crises sont partie prenante, partie intégrante du fonctionnement du capitalisme. Les crises ne sont pas des maladies du capitalisme, ça en fait partie. On va voir comment. Donc, par crise et par ce que j'appelle des circonstances ou des coïncidences historiques intrigantes, ou en tout cas bizarres, qui nous interpellent. Et c'est, comme par hasard, ces circonstances, ces coïncidences historiques ont toujours été des coïncidences qui ont fait du mal à l'humanité et à la nature, mais qui, comme par hasard, font le bien du capital. Alors, on va voir ça donc plus en détail, puis on finira avec les pistes de solutions possibles
depuis l'échelle mondiale jusqu'à l'échelle micro, comment est-ce qu'on peut se sortir de cette impasse dans laquelle on est aujourd'hui, parce qu'on est dans une impasse. Bon, alors donc, il faut comprendre, pardon, que l'histoire du capitalisme et du capital, ou l'histoire tout court, ont toujours été jalonnées par la logique de l'économie, c'est-à-dire la logique de la production, de la reproduction et de l'accumulation de l'argent, notamment après la création de la monnaie, qui est apparue à peu près au 7e siècle avant Jésus-Christ, donc en Crète, en Méditerranée. Et un certain Aristote a compris cette logique, et Marx, qui est très aristotélicien, va être l'un de ceux qui vont très très bien comprendre, très très bien développer cette intuition aristotélicienne, quoique Adam Smith, tout ça, Adam Smith était un philosophe, professeur de morale, qui a bien entendu lu et appris Aristote. Donc, déjà, le temps long, 4e siècle avant Jésus-Christ, Aristote constatait qu'avec la monnaie, est né quelque chose dans l'humanité tout à fait nouvelle, qui n'a jamais existé. Qu'est-ce que c'est cette nouvelle chose qui n'a jamais existé dans l'esprit ou la tête de l'humanité? C'est l'illusion ou l'idée que quelque chose peut s'accumuler à l'infini. Jusqu'à la monnaie, personne ne pensait accumuler des barils d'huile à l'infini. Personne ne pensait accumuler des chaussures à l'infini. Personne ne pensait accumuler des sacs de blé à l'infini. C'est de la folie, ça n'a aucun sens. Donc, jusqu'à l'apparition de la monnaie, l'humanité n'avait pas dans son esprit, ou dans son ADN, ou dans sa façon de penser, quelque chose qui leur fait croire qu'on peut accumuler quoi que ce soit sans limite. Or, Aristote dit, voilà, la monnaie, chose nouvelle dans l'humanité, qui donne à l'être humain cette illusion de quelque chose qui peut s'accumuler à l'infini. Des petites pièces d'or, des petites pièces d'argent, des parchemins, des rôles et contre-rôles, donc les espèces de reçus, de dépôts, de consignations qu'on faisait à l'époque avec les signatures qu'on coupait en deux et qu'on appelait rôles et contre-rôles, ce qui a donné le mot contrôle, pour aller récupérer ce qu'on a laissé ailleurs et que celui qui a la charge de ce qui a été consigné, ce qui a été déposé, reconnaisse la signature en collant les deux bouts. Donc, tout ça, ça peut s'accumuler à l'infini. Mais alors, d'autant plus maintenant. Maintenant, c'est des digits, c'est des puces, ça peut s'accumuler à peut-être 10 fois à l'infini. Bon, donc voilà le premier avertissement, 4e siècle avant Jésus-Christ, qui dit, Aristote, attention, on ne peut pas faire l'infini dans le fini. Parce que l'illusion d'accumuler de l'argent à l'infini, qu'est-ce que c'est l'argent? Et Aristote l'avait compris à son époque. Quel génie! Il avait compris que l'argent avait toujours et toujours, sauf maintenant, ne parlons pas de la spéculation, tout ça, c'est un autre problème. On en parlera une autre fois, si vous voulez, une conférence ou un webinaire sur la finance et ses conséquences et l'argent de la spéculation et du casino boursier, ça c'est encore plus grave, c'est une autre affaire. Mais Aristote a compris que l'argent, ça représente des produits, des services, des biens, etc. Parce que l'argent sert finalement à acheter le travail de quelqu'un quelque part. En achetant des chaussures ou du blé ou de l'huile ou du beefsteak, ce que j'achète en fin de compte, c'est le travail de celui qui les a mis à ma disposition. Et donc, Aristote a compris que si on essaye d'accumuler cet argent à l'infini, eh bien, on va se comporter comme si on pouvait faire des beefsteaks à l'infini, comme si on pouvait faire du bois à l'infini, comme si on pouvait faire des chaussures à l'infini. Mais ça n'est pas possible. Et Aristote dit, attention, l'économie, qui vient de oikos nomia, oikos, mot grec qui veut dire la maison, la communauté, la famille, nomia, qui veut dire la norme, la règle. Et c'est ça qui a donné le mot économique. C'est la règle, la norme, pour assurer le bien-être de la famille élargie,
de la communauté. Donc, c'est ça le mot économique. Et Aristote dit, attention, l'économie va être supplantée et détruite par une autre notion qu'il a appelée la crématistique, qui vient de deux termes grecs qui sont créma, qui veut dire argent, et athos, qui veut dire accumuler, multiplier. Ce qu'on appelle aujourd'hui la finance. Donc Aristote, 4e siècle avant Jésus-Christ, a compris que la finance allait remplacer l'économie, que la finance allait supplanter l'économie et que la finance allait finir par détruire l'économie. Ce dont je pourrais parler dans une autre conférence parce que ça c'est trop long à expliquer. Bon, donc voilà pour le 4e siècle avant Jésus-Christ. Maintenant, on saute les siècles, on arrive aux classiques. Alors, les classiques, Adam Smith en premier, Thomas Malthus, etc. Bon, les 5 premiers, David Ricardo, John Stuart Mill et Marx. Les 5 classiques, eux, parlaient de philosophie sociale, ne parlaient pas d'économie. Si, ils en parlaient, mais dans le sens oikos nomia, dans le sens aristotélicien du terme. Mais le mot économie, comme science économique, etc., n'était pas encore ce qu'il est aujourd'hui. D'ailleurs, Karl Marx, à la fin de sa vie, n'arrêtait pas de dire qu'il ne fallait pas le traiter d'économiste, hein, et qu'il ne fallait pas le traiter de marxiste. Deux. Il disait qu'il faut réserver l'adjectif économiste, aux valets du pouvoir, parce qu'ils ne font que décrire la réalité telle que le pouvoir la veut, et ils sont au service du pouvoir. Donc je ne veux pas qu'on m'appelle économiste. Et il ne voulait pas qu'on le traite de marxiste, parce qu'il n'était pas d'accord avec ce qu'on faisait avec ses idées. Ceux qui se présentaient, qui se prétendaient marxistes, et qui ont fait ce qu'ils ont fait, notamment faire passer la Russie du moujik, pratiquement de la préhistoire, à la révolution industrielle, pour Marx, c'est une hérésie, c'est une folie, ça n'a aucun sens. Donc, alors voilà, juste pour fixer les idées un petit peu, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent Omar Aktouf, socialiste, marxiste, communiste, etc., etc. Bon, je le sais, donc je vous préviens à l'avance. Alors, les philosophies sociales, les 5 classiques, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils s'occupaient de quoi? Ils s'occupaient de voir, mais comment fonctionne cette société? Et ça, c'est la question que s'est posée Adam Smith. Comment se fait-il qu'au XVIIe, XVIIIe, la société ne fonctionne plus selon la tradition, selon l'Église, selon les coutumes agraires, selon, etc. Ça fonctionne d'une autre façon. Et comme il ne comprenait pas trop, il a appelé ça la main invisible, qui est une métaphore, tout simplement, une métaphore poétique. Il y a une espèce de main invisible qui a remplacé la tradition, qui a remplacé les coutumes, qui a remplacé l'Église, qui a remplacé les nobles, etc., pour faire fonctionner les transactions et tout ce qui se passe entre êtres humains en société. Bon. Donc, là, les classiques, pour faire bref et général, introduisaient dans leur souci de philosophie sociale donc, et d'économie le souci de ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Adam Smith, par exemple, à chaque page ou presque de Richesse des Nations, on trouve le mot juste, le juste prix, le juste salaire, la juste journée de travail, le juste profit, etc., etc. Qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui n'est pas juste? Est-ce qu'il est juste que le manufacturier, que le patron fasse des millions de profits et que le salarié ait un prix de son salaire qui ne lui permet même pas d'acheter 2 pains par jour? Est-ce que c'est juste ou pas? Est-ce que c'est moral ou pas? Est-ce que c'est éthique ou pas? Alors évidemment, avec Marx, ça va être poussé à son paroxysme, parce que Marx va beaucoup utiliser Aristote, va beaucoup utiliser Adam Smith, et Marx va aller donc beaucoup plus loin en faisant une démonstration quasiment scientifique, une démonstration même mathématique. D'ailleurs, les développements mathématiques de Marx, pour ceux qui s'y connaissent, sont des développements extrêmement complexes et très difficiles à pénétrer tellement la pensée de cet homme était profonde. Eh bien, Marx va pousser ça beaucoup plus loin en montrant que personne ne peut s'enrichir sans appauvrir quelqu'un d'autre. C'est des transferts. Et Marx a poussé l'idée, notamment dans les manuscrits de 1844 et dans les Grundrisse et
critique de l'économie politique et de l'idéologie allemande, il va pousser ça très loin en parlant de perte de l'humanité, d'aliénation. C'est-à-dire qu'avec cette économie que je qualifie personnellement d'hyper-extractiviste, c'est-à-dire qu'on extrait le maximum et le plus que le maximum de ce que peut donner la nature. Extractiviste, on extrait, on extrait, on extrait, on extrait. Et hyper-exploiteuse parce qu'elle exploite de plus en plus l'être humain. Par exemple, le salaire moyen au Canada et aux États-Unis, nominal, réel, c'est-à-dire ce qui permet comme pouvoir d'achat, n'a pas augmenté depuis les années 70. C'est-à-dire que le pouvoir d'achat de l'employé moyen américain, canadien aujourd'hui est à peu près le même que celui de 1970. Alors que si vous prenez les salaires, les profits, les dividendes, les fortunes, les salaires des patrons, etc., eh bien, depuis 1970, ça a été multiplié par 1000, par 500, par 300, par 200, enfin, peu importe. Mais ça a été multiplié par un facteur multiplicatif qui n'a rien à voir avec ce qu'on paye le travail. Alors, encore plus avec les délocalisations. Bon, mais on reviendra à ça tout à l'heure. Mais le problème, c'est que donc Marx posait ça en termes éthiques. Et en termes éthiques appuyés sur des raisonnements scientifiques et mathématiques. Et donc Marx disait, il a l'une des premières phrases du livre premier ou deux du Capital, ceux qui savent par exemple, pourquoi Marx a écrit le Capital. Marx a écrit le Capital, et pourquoi il l'a appelé le Capital? Parce que tout simplement, il s'est rendu compte qu'en tirant jusqu'au bout la logique de Adam Smith, qui est la logique du capital, de la théorie capitaliste, c'est Adam Smith, avec les 5 ou 6 hypothèses qu'on connaît, dont principalement information pure et parfaite, substituabilité des produits pure et parfaite, etc., et particulièrement concurrence pure et parfaite. Or, avec la concurrence pure et parfaite, Adam Smith donne cet exemple, le dernier fabricant de chaussures qui arrive à Londres, à cause de cette concurrence pure et parfaite, ne peut pas vendre ses chaussures plus cher que ce qu'elles lui coûtent. Donc, il ne peut pas faire de profit. Le dernier vendeur de chaussures, de savates, de pantalons, de beefsteak, de tout ce que vous voudrez, pour attirer les clients de celui qui était avant lui, à cause de la concurrence pure et parfaite, il est obligé de vendre moins cher. Donc, l'ultime vend au coût. Les chaussures lui coûtent $10 à produire, il les vend $10, point à la ligne. Mais il ne faut pas croire qu'il n'y a pas de rémunération du capital. Alors voilà, là où on trompe le monde. Et là où Marx a compris et d'autres après lui. Bon, Aristote aussi plus ou moins, mais surtout Marx et après. Donc, là où le bas blesse, c'est que vendre au coût. Je fabrique les chaussures, elles me coûtent $10 à produire, je les vends $10. Et je vais crier, je ne fais pas de profit, comme crient les écoles de gestion, les machins, etc. Je ne fais pas de profit, c'est la catastrophe, je ne suis pas rémunéré, c'est archi faux. Archi faux. Le profit, c'est le 5e paiement du capital. Le capital se paye 5 fois. 5, pas une, 5. Premier paiement du capital, c'est le salaire que se donne le capitaliste. Est-ce que vous connaissez un patron, un capitaliste, qui crée une usine, je ne sais pas quoi, etc., et qui ne se paye pas un salaire? Et quel salaire? Quel salaire? On a eu ici, vous savez, l'avant-dernier patron de Walt Disney se payait 500 millions de dollars par an. Pour qu'un de ses employés moyens arrive à 1 heure de salaire de son patron, il fallait qu'il travaille 17 ans. Alors, est-ce que le patron de Walt Disney, qui se paye 1000 fois plus que son employé, est-ce qu'il travaille 1000 fois plus? Est-ce qu'il a 1000 fois plus de besoins? Est-ce qu'il rend 1000 fois plus service à la société?
Pourquoi? C'est un rapport de force, c'est tout. Donc, première rémunération du capital, le salaire que ça donne le capitalisme. Deuxième, la capitalisation de l'entreprise. L'entreprise qui gagne en valeur, immobilier, capital fixe, machines, etc. Tout ça, c'est le capitaliste qui le prend. Troisième rémunération, l'amortissement. Quatrième rémunération, l'intérêt quand le capital est sous forme de passif dans l'entreprise. Cet intérêt, c'est le patron qui le touche, ce n'est pas les ouvriers. Et enfin, le profit. Alors Marx s'est dit, s'il y a profit, c'est que le capitalisme ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui ne va pas là. La théorie capitaliste, telle que nous l'a décrit Adam Smith, c'est zéro profit. Mais le capital est payé. Ah oui, j'ai oublié, il y a une sixième rémunération du capital, c'est ce qu'on appelle l'avoir des actionnaires. C'est-à-dire ce qui reste après impôts et investissements. Ce sont les actionnaires qui le prennent, c'est pas, on va partager avec les ouvriers. Bon, donc, alors Marx s'est posé la question, s'il y a profit, il y a un problème quelque part. Ou la société ne fonctionne pas comme Adam Smith l'a décrit, ou alors la théorie que Adam Smith a construite ne marche pas. C'est pour ça qu'il a écrit ces milliers de pages pour comprendre donc le capital. Et avec toujours ce souci éthique. D'où vient la pauvreté? Par exemple, les 5 classiques parlaient tous de pauvreté. Dans Adam Smith, il y a des chapitres et des chapitres sur la pauvreté. Dans Marx, n'en parlons pas. D'où vient la pauvreté? Pourquoi il y a des pauvres, etc. Aujourd'hui, dans quelle faculté d'économie, dans quelle école de gestion on enseigne la pauvreté? Où? La pauvreté n'existe pas. Elle existe. Il faut l'étudier, bon sang. Il faut savoir pourquoi il y a de la pauvreté. Mais le problème, c'est que si on étudie les pauvres, il faut étudier les riches. Et les riches, ils n'aiment pas qu'on les étudie. Voilà le problème. Donc, on n'étudie pas la pauvreté. Alors que l'université Harvard, parmi plusieurs, après la crise de 2008, avait inscrit, ils ont fermé leur faculté d'économie et de finance, etc., et ils avaient inscrit dans la refonte des programmes l'enseignement de la pauvreté à Harvard. Mais ils ne l'ont pas fait. Bon. Donc, voilà pour les classiques. Maintenant, on arrive au néoclassique, donc fin du dernier tiers du 19e. Léon Walras, Auguste, père et fils, mais c'est Léon Walras surtout, va créer ce qu'on appelle l'école de Lausanne, l'école économique de Lausanne. Alors, Lausanne, Genève, Lyon, la route de la soie, n'est-ce pas, comme on la connaît, la route des épices, du commerce, de l'argent, des banques. Eh bien, il n'est pas interdit de penser que M. Léon Walras, qui est le produit de ce triangle, Lausanne, Genève, Lyon, donc qui baigne dans les banques, dans la richesse, dans l'argent, dans le commerce, dans les échanges, dans la soie, dans les textiles, dans les épices, tout ça, ben, il n'est pas interdit de penser que M. Léon Walras ait été chargé, je ne sais pas, je suis en train de chercher, ou a été influencé d'une façon ou d'une autre pour penser une doctrine économique qui élimine la question de l'éthique, qui élimine la question de ce qui est juste et de ce qui n'est pas juste, qui élimine la question de savoir d'où vient la pauvreté, qui élimine la question de savoir si l'enrichissement des riches n'est pas par hasard la cause de la pauvreté et de la misère. Donc, enlever tout ça, parce que toutes ces classes riches, richissimes autour de Léon Walras n'aiment pas du tout ce genre de questions. Alors Walras a pris comme mission de transformer cette philosophie sociale qui était l'économie jusque-là, avec des questions d'éthique, de justesse, de pas justesse, etc. Il a voulu la transformer en science. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'une science?
Eh bien, une science, à l'époque, la science des sciences, à l'époque de Walras, c'était bien entendu la physique. Plus ou moins la biologie, mais surtout la physique. Alors, la physique, comme science, ne porte pas de jugement. Dans la physique, il n'y a aucune question éthique. Quoique, s'il y a des gens qui ont étudié la physique théorique, on va voir qu'à la limite, les limites de la pensée, la très haute pensée physique, ça devient de la métaphysique. Donc, il finit par poser des questions philosophiques et même des questions éthiques sur la façon dont la physique connaît le monde et sur la façon dont la physique parle de ce monde. Bon, en économie, on ne se pose pas ces questions. En gestion non plus, on s'en fout royalement. Hein. On dit n'importe quoi sur n'importe quoi et puis en avant. Et après, on s'étonne que ça ne marche pas. Bon, donc, alors, Walras a pris l'exemple de la science des sciences, la physique. La physique, à l'époque, c'était la physique de Newton. Et la physique de Newton, c'est la physique supraatomique des objets célestes. Et la physique de Newton, qu'est-ce qu'elle fait? Comme toute science, elle constate, elle rend compte du réel tel qu'elle l'observe, elle calcule, elle déduit, elle consigne, et elle catégorise. Elle ne porte aucun jugement. Il n'y a pas un astrophysicien qui va se demander s'il est juste ou pas juste, ou s'il est éthique ou pas éthique, que la Lune soit plus petite que la Terre. Il constate et c'est tout. La Lune est plus petite, elle va moins vite, elle a une plus petite orbite, elle a ceci, je constate, point. Alors pour Walras, l'économiste devait faire la même chose. Je constate que monsieur est riche, je constate que monsieur est pauvre, je constate que monsieur s'appauvrit, je constate que monsieur s'enrichit, je calcule où ça va, combien ça coûte, combien ça se vend, je constate, je calcule, j'enregistre, je rends compte et je ne porte aucun jugement. Voilà. Alors c'est à partir de là que l'économie est devenue prétendue science. C'est une science qui utilise le vocabulaire de la science. Et là, c'est du vrai délire, parce que Walras a introduit dans la philosophie sociale de Marx, etc., il a introduit le langage newtonien. Donc, l'économie est devenue une sorte de délire newtonien sur la société humaine. Il a introduit, pour remplacer la main invisible, qui est une métaphore trop poétique de Adam Smith, il a introduit une offre qui gravite autour d'une demande, comme le Soleil ou la Terre gravite autour du Soleil, la Lune gravite autour de la Terre. Il a introduit les masses, des masses salariales, des masses monétaires, et il a introduit des vitesses, accélération, attraction. Alors il y a la masse salariale qui court après la masse monétaire ou l'inverse, et on calcule, et on trouve le taux d'inflation, et selon la masse, elle rétrécit ou elle prend du volume, etc. Enfin, un délire de vocabulaire newtonien introduit dans le langage économique pour en faire une science. Et pour ça, il a pris deux hypothèses qui sont intenables. Et d'ailleurs, les étudiants d'économie et la plupart des diplômés d'économie ne le savent même pas. S'ils le savaient, ils déchireraient tout de suite leur diplôme, s'ils savaient d'où il vient. Eh bien, il vient de ces deux hypothèses de Léon Walras, enfin, je parle de l'économie qu'on enseigne aujourd'hui, un néolibéral, néoclassique. Première hypothèse, la société humaine fonctionne comme la mécanique céleste. C'est-à-dire que les êtres humains, c'est des petits objets célestes qui sont en gravitation, les uns autour des autres, et il se passe des transactions qui sont des masses qui courent les unes après les autres et qui ont des vitesses, des accélérations, des ralentissements, des volumes, des rétrécissements, des ceci, des cela, des points de gravité, des points d'équilibre, des blabla. Et donc, c'est ça, c'est comme ça que fonctionne la société humaine. Vous dites ça à n'importe quel biologiste, n'importe quel philosophe, n'importe quel sociologue,
vous lui dites que la société humaine fonctionne comme les objets célestes, il vous étrangle. Il faut être fou, carrément fou, pour penser que les êtres humains sont des objets célestes. Ça n'a aucun sens. Et c'est cette hypothèse-là qui a permis la construction de tout ce délire de science économique qui s'est appelé du temps de Walras, traité d'économie pure. Alors pure, c'est-à-dire vraiment épuré, plus que scientifique. La deuxième hypothèse qu'il prend, c'est l'existence d'un crieur des prix d'équilibre de tous les marchés simultanément. Et ce crieur des prix se trouve en dehors du marché, neutre, et il crie les prix de tous les prix d'équilibre pour faire fonctionner cette fameuse gravitation de demande autour de l'offre et de la demande et équilibrer les prix des marchés. Alors, qu'est-ce que c'est les prix des marchés simultanés? C'est par exemple le marché des saucisses, par exemple, par rapport au marché des avions. Le marché des avions par rapport au marché des ballons, des je sais pas quoi, de la viande, etc. Donc, tous les marchés simultanément. Alors, quel cerveau humain peut imaginer qu'il peut exister un crieur des prix qui, comme ça, observe le marché et crie le prix simultané d'équilibre de tous les produits à la fois pour faciliter les calculs de M. Walras parce qu'il voulait calculer les prix d'équilibre général. C'est-à-dire le prix d'équilibre général de tous les marchés simultanément. Bon, mais ça, c'est plus de la science, c'est plus de la théorie, c'est de la folie. Léon Walras existerait aujourd'hui, moi qui suis de formation aussi psy et psychologie clinique, ben je vous jure que je le ferais hospitaliser. Ce type était un fou. Et la science économique que nous enseignons aujourd'hui est sortie de la tête d'un fou. Exactement comme la gestion est sortie de la tête d'un autre fou, qui était un névrosé complet, anal, obsessionnel, compulsif, qui s'appelle Frédéric Taylor. Non, ceux qui ne me croient pas, non. Donc, à chercher les biographies. Puis, dans mon livre, tout ça, je le développe. L'économie, c'est dans Stratégie d'autruche. Et Taylor et Fayol, tout ça, c'est dans le management en tradition et renouvellement. Donc, il y a tous les détails sur tout ça, ou presque. Bon, évidemment, il y a des choses que j'ai ajoutées maintenant, mais l'essentiel y est. Bon, donc voilà. Alors, après Léon Walras, voilà que tous ces continuateurs n'ont rien fait d'autre, jusqu'à l'économie néolibérale, que de tenter de trouver des solutions encore plus scientifiques, encore plus mathématiques, encore plus positivistes à cet édifice d'économie pure de Léon Walras. Bon. Alors, ça va être un petit peu compliqué là, mais j'espère que je vais me faire comprendre. Le sujet que je traite le veut. Je suis désolé, je ne peux pas parler de choses complexes en termes simples. C'est d'ailleurs notre malheur. Notre malheur aujourd'hui, c'est qu'on a trop simplifié les affaires humaines en les réduisant à la science économique. On a trop simplifié les affaires humaines en les réduisant à la soi-disant science managériale. On a tellement simplifié qu'on ne sait plus de quoi on parle et qu'on ne sait plus où donner de la tête. Et ce qui se passe aujourd'hui en est une preuve. Donc le complexe ne se simplifie pas. Le complexe se traite tel qu'il est. Et là-dessus, je cite un article à Edgar Morin, il y a aussi Régis Debray. Edgar Morin, c'est dans Le Monde il y a 2 semaines à peu près. Et Régis Debray, si j'ai bonne mémoire, enfin je ne me rappelle plus, c'est dans une revue, où ils disent à peu près ce que je suis en train de vous dire là, bon, en d'autres termes, notamment pour ce qui concerne la complexité. Bon, donc, alors, après le Walras, les continuateurs, dont 2 prix Nobel, Haro Debreu, français, ils se disaient quand même, le crieur des prix, la société objet céleste, ça ne tient pas debout, il faut trouver autre chose. Alors, je vais parler juste de 2 ou 3. Haro et Debreu ont essayé de trouver une solution vraiment mathématique au problème que soulève le mécanisme d'offre et demande de marché général et d'équilibre général de Walras.
de lui trouver une solution mathématique. Alors, ils ont essayé, donc j'abrège. Tout ce qu'ils ont trouvé, c'est la réponse est oui. Il y a une solution mathématique au problème de comment l'offre et la demande pourraient conduire naturellement à un équilibre des marchés et des prix des marchés. Mais pour ça, il faudrait l'impossible. Ça, c'est Arro et Debreu qui le disent. Prix Nobel d'économie, je répète. Hein. Et je précise encore, comme ça me vient à la tête maintenant, beaucoup de gens ne le savent peut-être pas, mais il y a 2 prix Nobel d'économie, Myrdal et Hayek, qui ont eu tous les 2 le prix Nobel d'économie. L'un qui disait tout est marché et l'autre qui disait tout est zéro marché. Et ils sont tous les 2 Nobel d'économie. Alors qui dit la vérité? Il n'y a pas de marché ou il y a un marché? Bon, alors ne parlons pas de Joseph Stiglitz aujourd'hui, prix Nobel d'économie 2001, comment il parle de l'économie, c'est encore pire que moi. Bon, si ça se peut. Donc, alors, Arro et Debreu disent, voilà, si on peut trouver une équation par marché, marché des saucisses, marché des merguez, marché des beefsteaks, marché des voitures, marché des téléphones, marché des ordinateurs, une inconnue par marché, une équation par marché, on fait un système d'équations générales et on trouve la solution au problème de Walras. Mais évidemment, c'est très théorique. C'est complètement théorique et impossible. Et voilà, et Arro Debreu conclut, Nobel d'économie, il n'y a pas de solution au problème de Walras parce que rencontrer l'équilibre du marché serait aussi improbable que de rencontrer le Seigneur Bouddha. Il y a plus de probabilité de rencontrer Bouddha que de rencontrer un équilibre quelconque des prix des marchés. Donc, tout l'édifice de Walras s'écroule. Mais on a continué. 2 autres, Lipps et Lancaster, qui n'ont pas eu le Nobel. Mais eux, ils ont eu un théorème à leur nom. Quand on a un théorème d'économie à son nom ou de mathématiques, c'est presque un Nobel. Donc, Lipps et Lancaster ont essayé de voir autrement ce problème de Walras, d'offre et de demande et tout ce qui s'ensuit. Ils se sont dit, bon, l'économie néoclassique, Walras, offre, demande, tout ça, Arro Debreu, une équation par un marché, une inconnue par équation, système d'équations impossible, et à leur époque, bon, commençaient les balbutiements, ou plus ou moins l'élaboration de théories du chaos. Alors, ils se sont dit, bon, si le marché existe, c'est un système qui fonctionne selon les théories du chaos. Parce que tout cela nous échappe. On ne peut pas concevoir dans un cerveau humain qu'est-ce qui se passe entre les saucisses, les merguez, les beefsteaks, les avions, les hydravions. C'est pas possible. C'est d'une complexité inouïe. Bon, donc c'est le chaos, théorie du chaos. Alors que nous disent les théories du chaos? Les théories du chaos nous disent un des premiers principes, c'est le tout ou rien. Tout ou rien. Ou les seuils de rupture, par exemple aussi. Ou l'équifinalité. À partir des mêmes conditions d'origine, autant T1 aujourd'hui, autant T2 dans 1 an, 10 ans, 5 ans, le résultat peut être absolument n'importe quoi. On n'en a aucune idée. Alors moi, je demande à tous ces économistes qui nous écrivent là tous les jours dans Le Devoir, la presse, les journaux, le FMI, la Banque mondiale, tout ce qui s'en suit, à partir de quelle boule de cristal ils peuvent nous dire ce qui va arriver dans 3 ans, qu'en 2021, on va avoir une croissance de 3%, en 2020, on va avoir une régression de croissance de 1,5%. Comment? Dire ça, ou dire Manitou, Vishnu ou Krishna nous a dit que ce sera de 2%, c'est la même chose. Et c'est un économiste qui vous le dit. Bon, alors donc, tout ça est trop complexe pour le rentrer dans le raisonnement et les algorithmes mathématiques. C'est beaucoup trop complexe. Alors, Lipps et Lancaster dit, bon, si ça obéit de toute évidence aux théories du chaos, donc il y a des seuils de rupture. Seuil de rupture, qu'est-ce que c'est? Seuil de rupture, c'est, je ne sais pas moi, vous prenez un élastique, vous tirez, à un moment donné, il casse. Bon.
Ou alors les mathématiques des catastrophes, par exemple, René Thom, etc. Alors, il n'y a pas de semi-cassure de l'élastique. Il n'y a pas de 20% de cassure de l'élastique. Il n'y a pas 30% de cassure. Il y a cassure, il n'y a pas cassure. Tout ou rien. C'est soit 100% cassé, soit 100% pas cassé. Point. Bon. Alors, ce que disent l'Ypsilon casseur, je passe, donc j'abrège, c'est si le marché et toutes ces transactions humaines fonctionnent selon les théories du chaos, elles fonctionnent donc selon le principe du tout ou rien. Alors, où il y a zéro marché, le marché n'existe pas. Il n'y a pas de marché. Ou alors il y a 100% marché. C'est-à-dire tout ce que dit Adam Smith. Ou tout ce que dit Walras. Mais comme les économistes, s'il y a des économistes qui m'écoutent, ils le savent, admettent qu'il y a des imperfections dans la science économique. Il y a la science économique de la concurrence générale. Il y a la science économique de la concurrence limitée, c'est-à-dire les oligopoles. Il y a la science économique des monopoles naturels, des cartels, des trusts. Il y a aussi la notion d'économie imparfaite et de marché imparfait. Donc, l'Ypsilon Caster disent, les économistes, quand ils disent ça, ils admettent qu'il n'y a pas 100% marché. Quand vous dites attention au marché, mais il y a les oligopoles. Attention au marché, mais il y a monopole. Attention au marché, mais il y a... Donc, ils admettent qu'il n'y a pas 100% de marché. Et l'Ypsilon Caster conclut, s'il n'y a pas 100% de marché, c'est qu'il y a zéro marché. Alors, ce marché avec lequel on nous casse la tête depuis des décennies, des 2 siècles, ça fait 2 siècles que ce monde marche sur sa tête, avec cette notion de marché. Ce marché qui n'existe pas et qui est censé tout équilibrer, tout arranger, ben, s'il n'existe pas, ben, c'est évident qu'il ne va rien équilibrer et rien arranger du tout. Et qu'on va aller de catastrophe en catastrophe. Alors voilà pour l'économie néoclassique. Maintenant, l'économie néolibérale. L'économie néolibérale, mondialisation, ça a commencé à partir des années 80 du siècle dernier, à peu près, donc dernier quart du 20e. C'est en 1980 à peu près qu'on a commencé à parler de crise mondiale. Mondialisation, il faut mondialiser, il faut ceci, il faut ouvrir les frontières, il faut tout échanger avec tout le monde, tout, libre circulation des capitaux, des produits, des biens, des services. Pourquoi? Bien, tout simplement parce que, bon, ça aussi je le développe dans la stratégie de l'autruche, ce qui s'est passé, c'est qu'autour des années 80, je ne suis pas le seul à l'avoir fait, un économiste qui a eu le prix Nobel alternatif d'économie qui s'appelle Manfred Max Neef, qui est un Chilien, a abouti au même résultat que moi, à peu près en même temps, mais avec une autre méthode. Alors, quel est le résultat? Je vous passe sur les méthodes. Le résultat, c'est que autour des années 80, le gâteau mondial des richesses de l'économie réelle a arrêté de grossir. Pourquoi il a arrêté de grossir? Parce qu'on ne pouvait plus faire de maximum de profit avec le maximum d'arbres. La terre ne donne pas maximum d'arbres. On ne pouvait plus continuer à faire maximum de profit avec maximum de morues. La mer ne donne pas maximum de morues, elle donne les morues qu'elle peut. Eh bien, vers 1980, on est arrivé aux limites de ce fonctionnement économique. Et le gâteau de l'économie réelle mondiale a commencé à rétrécir. Et c'est là qu'est née la théorie néolibérale. Qu'est-ce que c'est la théorie néolibérale? C'est le gâteau mondial de l'économie réelle ne grossit plus, mais nous, États-Unis, nous, Canada, nous, France, nous, etc., on veut que notre part du gâteau demeure la même ou augmente. Alors, le problème néolibéral, c'est comment faire augmenter ma part du gâteau quand le gâteau ne grossit plus. Pire, quand il rétrécit. Alors, si mon gâteau ne grossit plus et que je veux faire grossir ma part, c'est pas compliqué. Je vais chercher sur la part de plus faible que moi. C'est tout. J'ai plus de bois aux États-Unis. J'ai plus de bois au Canada. Je dis au Mexique,
je fais du libre-échange avec toi et je viens chercher ton bois. Est-ce que le Mexique a une armée pour venir contrer les voleurs de bois, les pilleurs de bois mexicains, américains et canadiens? Sans parler du fait que les gouvernants du Mexique sont installés par Washington? Bon, alors, donc voilà ce que c'est le néolibéralisme. C'est tout. C'est ouvrir les frontières de la planète comme on ouvrirait un énorme poulailler aux renards de l'Occident. Et on dit au renard occidental, c'est-à-dire les multinationales, les investissements directs étrangers, etc., etc., allez dans le poulailler, organisez le poulailler et faites le bonheur du poulailler. Alors, qu'est-ce qu'un renard va faire dans un poulailler? Il va faire le bonheur des poules? Bon, j'espère que ce que je suis en train de dire, c'est évident. Voilà ce que c'est donc le passage des néoclassiques, des néolibéraux à la mondialisation et aux néolibéraux. Maintenant, avant de passer aux conclusions et les pistes de solutions, m'excuse, je pense que... Non, j'ai 3/4 d'heure là. Bon, donc, alors, ça, c'est mon constat. J'ai constaté que le capital mondial évolue, comme j'ai dit tout à l'heure, par crise et par circonstances et coïncidences historiques qui, d'un côté, sont extrêmement dommageables pour la nature, l'environnement, la société humaine, mais bénéfiques pour le capital. Alors, qu'est-ce que c'est? Et je vous préviens tout de suite, je n'ai aucune théorie du complot. Je n'admets aucune théorie du complot. Je ne suis partisan d'aucune théorie du complot. Je n'en ai aucune. Mais je constate. C'est tout. Et je veux que ce que je constate, je veux que les spécialistes, les historiens, etc., les politologues, se penchent dessus et répondent aux questions que je vais poser. C'est tout. Point à la ligne. Bon. Donc, si on regarde sur les 3 derniers siècles, les 3 derniers siècles dans lesquels le gâteau mondial des richesses de l'économie réelle a grossi exponentiellement et s'est brutalement arrêté vers la fin du XXe. Le capital a évolué à chaque fois, il a fait des bonds, des sauts à partir de cataclysmes. La Première Guerre mondiale, la Deuxième, etc., etc. Bon. Mais à part les guerres, si on regarde fin du 18e, début du 19e, donc apogée de la révolution industrielle, le capital était prisonnier en Angleterre et en Flandre. Un peu en Allemagne, un peu en France, mais surtout en Angleterre et Flandre. Parce que c'est là que se faisait le textile, qui était le capitalisme, la manufacture de l'époque la plus dominante. Mais il y a des limites à faire du textile avec du mouton. Il y a des limites à faire du textile avec la main-d'œuvre disponible en Hollande et dans le sud de l'Angleterre. On ne peut pas faire pousser du coton en Hollande, ni du chanvre, ni de l'alpha, ni du lin en Angleterre. Et voilà qu'apparaissent, coïncidences de l'histoire, bizarres, intrigantes, les théories du colonialisme et la préparation de la Première Guerre mondiale. Quelle coïncidence! Colonialisme, les théories d'Alexis de Tocqueville, fin du 18e, pardon, Ernest Renan, Rudyard Kipling, et j'en passe. Tout d'un coup, fin du 18e, début du 19e, on s'aperçoit qu'il y a des sauvages en Afrique. Il faut aller les civiliser. Il y a des sauvages en Inde, en Amérique. Il faut aller sauver leur âme. Il faut aller les christianiser. Et en même temps, on va chercher la matière première et la main-d'œuvre dont le capital avait besoin pour continuer à grossir. Voilà le problème. Fin du 18e, début du 19e, le capital était à l'étroit parce qu'il n'avait pas suffisamment de main-d'œuvre
et de matières premières pour continuer sa logique d'expansion. Et d'ailleurs, ça me rappelle une des phrases de Marx, l'une des premières premier livre du Capital, si je me souviens bien, où il dit, un peu comme Aristote, la logique du capital, c'est l'accumulation sans limite de produits et de biens. Et il ajoute, évidemment, ceci est impossible. Alors, cette accumulation sans limite ne pouvait pas se faire en Angleterre du Sud, ni en Hollande. C'est ce qu'on a appelé la phase impérialiste du capitalisme. Lénine, Rosa Luxembourg et d'autres. Bon. Et donc, on a été chercher l'Afrique. Alors, on a fait de l'Égypte une monoculture du coton. On a fait de l'Algérie une monoculture du vin, du vignoble, ou presque, etc., etc. Bon, tout ça pour aller chercher du coton, du chanvre, du lin, de l'arachide, etc., qu'ils n'avaient pas chez eux. Et voilà donc comment le colonialisme a sauvé le capital au XVIIIe et au XIXe pour lui donner un nouvel élan. Tout en massacrant, évidemment, les colonisés, les colonies, etc. On sait ce que c'est. L'autre phase, un siècle après, fin du XIXe, début du XXe, ce grand capital, il a l'argent, pardon, excusez-moi, il a la main-d'œuvre, il a la matière première. Quel est le facteur qui manque pour faire fructifier, maximiser la rentabilité, le rendement, la productivité de main-d'œuvre et matière première? Quel est le facteur qui manque? C'est l'argent. Ce capital, fin du 19e, début du 20e, manquait cruellement d'argent frais. Et cet argent frais, il était où? Ben, autre coïncidence de l'histoire, ou ruse de l'histoire, comme dirait Hegel, cet argent, sous forme de numéraire, fiduciaire, non fiduciaire, bijoux, or, diamants, objets d'art, collections d'art, etc., etc., se trouvait par les conditions historiques qu'on connaît, pratiquement depuis les temps bibliques, entre les mains des Juifs. Et voilà qu'apparaît le nazisme. Et pour ceux qui le savent ou qui ne le savent pas, je vous apprends que Hitler a été fabriqué par les forces de l'argent. C'est le capital, le grand capital, qui a fabriqué Hitler. Hitler était un pauvre type illuminé, un pauvre fou de Munich qui voulait devenir artiste peintre, je ne sais pas quoi, un illuminé qui récitait son Mein Kampf dans les coins de rue. Eh bien, ça a plu au milieu d'argent. Et qui est-ce qui l'a poussé, avec la complicité de Goebbels, qui était le patron de la Luftwaffe après, son armée de l'air, lequel Goebbels était beaucoup plus introduit dans les milieux industriels et financiers que Hitler. Eh bien, Goebbels a servi d'intermédiaire et Hitler a été fabriqué par l'argent occidental. D'abord allemand, Thyssen, Krupp, IG Farben, etc., etc. Puis américain, Henry Ford Ier donnait chaque anniversaire 50 000 $ à Hitler. Et il allait à Berlin l'embrasser. Et il lui donnait en plus les bénéfices de Ford Europe. Le grand-père de Bush, Prescott Bush, qui possédait Winchester, Remington et 2 banques, finançait et armait Hitler. Jusqu'à la famille Kennedy, à travers Joseph Kennedy, qui était à l'époque ambassadeur des États-Unis à Londres. Bon, alors voilà comment a été fait. C'est quand même des coïncidences bizarres. Et je demande aux historiens de se pencher là-dessus. Comment se fait-il que Hitler a été fabriqué par les forces de l'argent, juste au moment où ces forces de l'argent manquaient précisément d'argent, et que cet argent se trouvait entre les mains des Juifs, et qu'on crée le nazisme? Troisième, fin du 20e, début du 21e, ce grand capital, il a l'argent, il a la matière première, il a la main-d'œuvre avec la mondialisation, délocalisation, tout ça. Quel est le facteur qui lui manque? Quel est le facteur qui manque
pour faire fructifier, faire produire rendement, etc., aux facteurs argent, matières premières, main-d'œuvre. L'énergie. Il faut de l'énergie. Et voilà qu'apparaît le 11 septembre. Et voilà que dans la suite du 11 septembre, qu'est-ce qui s'est produit? La conquête des terres qui abritent 80% du pétrole et du gaz de ce monde. Alors moi, j'aimerais que les historiens se penchent sur ces coïncidences bizarres, intrigantes, et qu'ils nous expliquent pourquoi l'administration W. Bush a fabriqué 935 mensonges connus, publiés, vérifiés pour attaquer l'Irak. Et ensuite provoquer tout le chaos qu'on sait dans toutes les terres où il y a du pétrole, Moyen-Orient, depuis pratiquement la Libye jusqu'au Pakistan. Bon. Alors, donc, aujourd'hui, on nous dit le Covid vient de la Chine, et puis les Chinois nous ont menti. Non, ils vont être attaqués, le tribunal international va les poursuivre parce qu'ils ont menti sur... Bon, peut-être les Chinois ont fait un bon sens sur le Covid. Mais qu'est-ce qu'on attend pour attaquer les États-Unis pour 935 mensonges? Pas un, 935. En ayant provoqué des dizaines de millions de morts, c'est-à-dire des dizaines de millions de plus que ce qu'a provoqué le Covid. Alors, qu'est-ce que c'est que ces deux poids, deux mesures là? Il y en a qui ont le droit de mentir, il y en a qui n'ont pas le droit. Enfin bon, ça c'est des parenthèses comme ça pour vous dire que les choses ne sont pas aussi simples que ça, et ça me permet de passer un peu ma colère. Bon, alors, maintenant, on arrive à ce qui nous arrive aujourd'hui, le Covid, et puis on va vers les conclusions, les pistes de sortie. Comment tout cela est arrivé à ce qu'on appelle aujourd'hui le Covid et cette crise? Eh bien, parce qu'avec le néolibéralisme et la théorie du néolibéralisme économique et managérial, on s'est mis à se comporter comme les maîtres de la nature et de l'humanité. Enfin, ceux qui dominent, dans la théorie économique et dans la théorie managériale. La nature, c'est un ensemble de stocks où il faut se servir, extractivisme, on extrait, on extrait, on extrait. Il n'y en a plus ici, on va ailleurs, et puis il n'y a pas de problème. Et l'exploitation de l'être humain qui est devenu une ressource, la ressource humaine. Voilà. Il est trop cher ici, je vais au Maroc. Il est moins cher en Tunisie, je vais du Maroc en Tunisie. Il est moins cher en Mongolie, je quitte la Tunisie, je vais en Mongolie. Et puis c'est tout. Alors, cette logique mondialisation, c'est-à-dire connectivité mondiale pratiquement en temps réel, ce qui se fabrique à New Delhi, aux Philippines, à Pékin, à Canton, au Vietnam, aujourd'hui, demain, il arrive à Paris, à Londres. C'est pratiquement en temps réel que ces connexions se font à travers le monde, ce qui n'existait pas avant. Donc, alors ajouter les délocalisations et ajouter le fait qu'il faut que la main-d'œuvre soit toujours moins chère pour toujours faire plus de profit. Rappelons-nous, la logique de ce capital, c'est le maximum de profit. Or, ces deux combinés, extractivisme et maximum de profit, ont fait que, en économie et gestion, on s'est mis contre les lois de la nature et de l'univers. Or, quand on se met contre les lois de la nature et de l'univers, ce n'est pas nous qui gagnons. Alors, qu'est-ce que c'est les lois de la nature et de l'univers? La nature et l'univers fonctionnent selon une loi, fondamentale, qui s'appelle les équilibres homéostatiques, les équilibres stationnaires. Dans la nature, sur Terre et dans l'univers, tout est équilibre. Il n'y a rien de maximum, rien de minimum. Tout s'équilibre, avec des seuils. Bon. Donc, en biologie, par exemple, ou en biophysique, ou en biochimie, c'est ce qu'on appelle les boucles de rétroaction négatives.
Alors, qu'est-ce que c'est une boucle de rétroaction négative? Je vous demande de faire un petit effort d'imagination. Rétroaction. Ça veut dire, si j'ai une action, par exemple avec ma main gauche, je pousse ma tête vers la droite, ben, je risque de tomber là. Pour ne pas tomber, avec ma main droite, je pousse ma tête vers la gauche et je rétablis l'équilibre. Et ainsi de suite. Donc, ma tête aussi entre deux seuils d'équilibre qui s'appelle un équilibre homéostatique parce qu'il y a deux forces de rétroaction négative, parce que la seconde est négative par rapport à la première, qui fait l'équilibre. On va prendre un exemple plus simple. Prenons un bois où il y a des loups et des lièvres. Les loups mangent les lièvres, ils mangent à un certain seuil. Ils ont mangé tellement de lièvres qu'il n'y a plus assez de lièvres pour nourrir tous les loups. Les loups commencent à mourir. À un certain seuil, les loups sont tellement éliminés que les lièvres renaissent, augmentent. Les lièvres augmentent, les loups augmentent. Les loups augmentent à un certain seuil, les lièvres diminuent. Les lièvres diminuent, les loups diminuent, et ainsi de suite. Équilibre homéostatique. Alors, essayez d'imaginer un loup entrepreneur, diplômé d'HEC à Harvard, qui dit à sa meute de loups, je veux être le plus riche possesseur de lièvres de tous les loups. Je veux être le Bill Gates des loups. Capturons le maximum de loups. De lièvres, pardon, excusez-moi. Capturons le maximum de lièvres. Eh bien, n'importe lequel de ces loups va lui dire, t'es malade. Si on capture le maximum de lièvres, qu'est-ce qu'on va manger demain? On capture les lièvres dont on a besoin aujourd'hui, on mange, on va faire la sieste, et demain, il y aura d'autres lièvres. Équilibre homéostatique. Voilà. Bon. Alors, un raisonnement que n'importe quel animal, que n'importe quel loup peut comprendre, moi, je me demande pourquoi nos économistes et nos politiciens ne le comprennent pas. Comment se fait-il que nos économistes et nos politiciens ne comprennent pas que le maximum est impossible? Quand n'importe quel loup le comprend. Comment ça se fait? Eh bien, Marx a expliqué. C'est ce qu'on appelle la domination de la superstructure. C'est-à-dire que nos économistes et nos politiciens ne sont ni politiciens ni économistes, ce sont, comme l'a dit Marx, les valets du pouvoir qui leur dictent de faire comme si tout était maximum, alors qu'ils savent très bien que rien n'est maximum. Parce que sans ce pouvoir, ils n'auraient pas les privilèges qu'ils ont. Voilà la vérité vraie. Et personnellement, je dis la vérité parce que je la pense. Je n'ai pas honte de dire ce que je n'ai pas honte de penser. Bon. Donc, appelons les choses par leur nom. Comme disait Camus, mal nommer les choses, c'est contribuer au malheur de l'humanité. Alors, nommons correctement les choses. Arrêtons de mal les nommer. Arrêtons de dire que les riches, c'est les bienfaiteurs de l'humanité. C'est archi faux. Dites-moi, ils sont où ces riches, là, maintenant qu'on est en pleine crise? Ils étaient où en 2008? Qui a sauvé le monde en 2008? Les Bill Gates, les Rockefeller, les Stanley Morgan, le CAC 40, Bouygues, Pinault, Lagardère. Qui a sauvé le monde? Le marché, la bourse? Qui a sauvé le monde? Comme aujourd'hui, les États, les syndicats et les travailleurs. Ce sont eux qui ont sauvé le monde. Les syndicats et les travailleurs en 2008 ont accepté des diminutions de salaire de 20, 30, 50%. Les États ont imprimé, juste pour l'Occident, 25 000 milliards de dollars pour renflouer les incendiaires, comme l'a dit Joseph Stiglitz. Les États occidentaux, dit Joseph Stiglitz, n'ont pas secouru les victimes de l'incendie, ils ont récompensé les pyromanes.
Et ça aussi, on pourrait l'expliquer dans une autre conférence, si c'est une question qui vous intéresse. Bon, donc voilà, il faut nommer les choses par leur nom. Maintenant, par exemple, ce qu'on appelle les migrants. C'est quoi ces migrants-là? Oh, c'est appeler les choses par leur nom. Ce qu'on appelle les migrants, tout ça, c'est tout simplement les victimes sinistrées des guerres pétro-impérialistes de Washington et de Tel Aviv. Alors, pour résoudre le problème de ce qu'on appelle les migrants, il faut faire passer Washington et Tel Aviv devant un tribunal de Nuremberg et leur demander de s'occuper de ces millions de gens jetés dans la Méditerranée et dans le désert parce que Tel Aviv et Washington veulent contrôler toutes les terres du pétrole qui vont de Rabat au Pakistan. Voilà la vérité vraie. Voilà le vrai langage. Alors, à chaque fois qu'on les appelle des migrants, on se fait les complices de ceux qui transforment ce monde en mensonge. On se fait les complices de ceux qui nomment mal les choses et qui contribuent au malheur de l'humanité. Bon, alors donc, comment est arrivé au Covid? Mal nommer les choses, tout ça, c'est tout à fait là-dedans. Alors, on est arrivé au Covid, comment on est arrivé à Ebola, Zika, etc. Vous avez vu, les virus se succèdent là, et à une vitesse accélérée, et à chaque fois plus complexe. Hein. On a eu le dengue, on a eu le Zika, on a eu l'Ebola, on a eu, je ne sais pas quoi, la maladie de Lyme, on a eu, bon, et maintenant on a le Covid. On a eu le SRAS, bien entendu, maintenant le Covid. Bon, alors comment ça se passe? Cette logique du capitalisme néolibéral, c'est, je le répète, l'extractivisme, nature, c'est-à-dire toujours aller plus loin, plus profond, plus destructeur dans la nature pour aller chercher ce qu'il faut pour produire. Et non seulement aller plus loin, plus profond, plus destructeur, mais compenser de moins en moins. Ce qui fait par exemple qu'aujourd'hui au Québec, au Canada, on a des centaines et des centaines, sinon des milliers de sites miniers et de puits de pétrole et de gaz, de schiste ou pas de schiste, abandonnés par les compagnies que les gouvernements doivent colmater avec l'argent du contribuable, c'est-à-dire de celui qui paie ses impôts comme moi et qui gagne un salaire. Parce que ceux de la bourse, du CAC 40, les milliardaires, tout ce qui s'en suit, on sait très bien, ils ont des armées de comptables pour ne jamais payer d'impôts. Le CAC 40 en France, ils payent maximum, les CAC 40, c'est les 40 entreprises les plus riches de France, payent maximum 8% d'impôts sur leurs profits. 8. Google paye maximum 3. Moi, je paye 60 sur mon salaire. Le balayeur, il paye 50 sur son salaire. Alors, il faut appeler les choses par leur... Où ils étaient, ces riches, quand le monde était en crise, et quand le monde est en crise aujourd'hui, ils sont où? Est-ce qu'on a vu Pinault, Lagardère, Gates, tout ça, venir avec des chèques et dire voilà, on va construire un hôpital, on va construire des cliniques, on va ceci, on va cela, on va vous donner des masques? Ils sont où? C'est les États. Or, le néolibéralisme, son credo particulier, c'est que l'État ne sert à rien. L'État, c'est budgétivore. L'État, il bouffe du budget, donc il faut l'éliminer, tout ça. C'est juste le comité de gestion de ceux qui veulent faire de l'argent. Et l'État ne doit s'occuper que d'une chose, c'est qu'il organise l'espace national pour que ceux qui veulent faire de l'argent fassent le plus d'argent qu'ils peuvent. Voilà. Le reste, walou, zéro. Bon. C'est ça, le néolibéralisme. Alors, en plus, donc, la nature, alors qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? Ben, ça fait que des espèces animales ou végétales que la nature a soigneusement séparées depuis des millénaires. Depuis des millénaires, les chauves-souris n'ont rien à faire à rencontrer des pangolins, ou des belettes, ou des civettes, ou des lapins. Parce que la nature les a isolés, les a éloignés les uns des autres depuis des millénaires. Mais nous, on vient, on creuse, on enlève, on défriche, on détruit les forêts primaires de Bornéo, d'Indonésie, du Vietnam, de Chine, de partout. Eh bien, ça fait que
on gruge, on rend de plus en plus étroit l'habitat de cette faune et de cette flore qui était infinie, on le réduit tellement que la chauve-souris finit par rencontrer le pangolin. Et le pangolin et la chauve-souris finissent par rencontrer la civette et le lapin. Et quand ces animaux qui étaient soigneusement séparés pour ne jamais se rencontrer se rencontrent, eh bien, ils mélangent les centaines de virus que chacun contient. Et ces mélanges de centaines de virus que chacun contient donnent des choses que nous ignorons totalement, dont le Covid, qu'on appelle des mutations. Bon. Alors, deuxième chose, c'est que la logique de ce capital néolibéral, c'est aussi d'abaisser le prix de la main-d'œuvre partout au monde le plus possible. C'est ça sa logique. Extraire, baisser la main-d'œuvre. Voilà sa logique. Or, quand vous payez l'ouvrier de Canton un salaire qui lui permet de fabriquer, je ne sais pas moi, des chaussures, enfin peu importe, ou de one, vous le payez un salaire qui lui permet juste de faire vivre une famille d'une personne ou de deux, imaginez ce que touche le paysan du petit village éloigné chinois qui doit, lui, aller chercher la matière première de ce qu'il faut pour fabriquer les chaussures ou les médicaments, ou je ne sais quoi. Il est payé un salaire tel qu'il crève de faim. Aucune hygiène. Celui de Wuhan, la même chose. Donc vous ajoutez pauvreté, misère, déficit d'hygiène, mutation de virus, et vous avez le Covid. Et là, on dit, ah, pourquoi le Covid? D'où il vient? Eh bien, il vient du fait que tu veux aller chercher de la matière première au fin fond de la Chine et de l'Amazonie, parce que tu n'en as jamais assez. Et il vient du fait que tu veux que ton ouvrier chinois soit toujours moins payé. Voilà d'où ça vient, c'est tout. Donc le Covid, c'est le produit des prix de production que les multinationales américaines, françaises, anglaises, occidentales imposent aux entreprises chinoises, philippines, vietnamiennes, pakistanaises pour leur acheter leurs produits. Voilà d'où vient le Covid. Ce n'est pas la faute des Chinois, ce n'est pas la faute des Vietnamiens, ce n'est pas la faute du paysan chinois, c'est la faute des multinationales occidentales. Bon. Alors, donc, ceci étant dit, piste de solution. Comment s'en sortir? À l'échelle mondiale, je dis au moins une chose. Puisque on admet, on a voulu un business mondialisé, business, va dans le monde entier, fais ce que tu veux comme tu veux. Ben, la moindre des choses, c'est d'accompagner ce business mondialisé d'une gouvernance mondialisée. C'est sûr que s'il n'y a pas de gouvernance mondialisée qui accompagne et qui encadre ce business va se comporter comme il se comporte, c'est-à-dire en criminel, en destructeur, en voleur, en pilleur. C'est évident. Alors, qu'est-ce que c'est cette gouvernance mondiale, mondialisée? Ça aurait été une instance sous l'égide de l'ONU, par exemple, qui dit, qui oblige, Chirac l'a dit, je ne suis pas le seul, on est bien d'autres, partout où tu vas dans le monde, toi, General Motors, toi, Amazon, toi, Google, toi, machin, partout où tu vas dans le monde, tu payes un salaire qui permet à l'ouvrier du Bénin, d'Algérie, de Tunisie, du Maroc, de Chine, du Mexique, de n'importe où, qui lui permet de s'acheter une maison, s'acheter une voiture, s'habiller, se nourrir, se loger, se vêtir, se soigner, éduquer ses enfants, etc., etc. Deux, partout où tu vas dans le monde, tu payes 50% d'impôts sur ce que tu gagnes, là où tu le gagnes. Partout où tu vas dans le monde, tu ne pollues pas 1 centimètre de la nature. Et ce que tu pollues, tu le répares. Là, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire, nous, pays du tiers-monde, etc. Ben, battons-nous dès aujourd'hui, comme on a commencé à le faire notamment à certains Mohamed Mahathir de Malaisie, battons-nous pour qu'il y ait une gouvernance mondiale minimum qui accompagne ce business mondial. Sinon, on va continuer dans la même logique. Bon, alors,
à l'échelle, je termine, j'en ai encore 3 points vite fait. À l'échelle macro. À l'échelle macro, il faudrait inverser, à l'échelle macro-micro, commençons de macro, inverser 2 grandes séquences que j'appelle des séries séquentielles. Donc, à l'échelle macro, inverser la séquence. Quel profit je vais faire? Je veux faire, évidemment, maximum. Hein? Comment traiter la nature pour faire ce profit? Et comment traiter la société pour faire ce profit? Ça, il faut l'inverser complètement. Il faut commencer par qu'est-ce qu'il faut pour que la nature reste telle qu'elle, intacte? Qu'est-ce qu'il faut pour que le citoyen soit un citoyen en état de dignité, instruit, logé, nourri, transporté, cultivé, etc. Une fois tout ça satisfait, quel profit je peux faire? Et je fais le profit que permet une nature intacte et une société digne. Pas plus. Je ne fais pas du profit qui tue la dignité des citoyens et qui tue la nature. Parce que ce profit-là tue les sources du profit. Et ça finira très mal. Deuxième séquence, série séquentielle à inverser, c'est la séquence satisfaire l'actionnaire, d'abord, maximum, le client, le patron, dirigeant, et ce qui reste à l'ouvrier. Sinon, je le licencie. Eh bien non, c'est l'inverse. D'abord, satisfaire l'ouvrier, l'employé. Un employé instruit, soigné, content, pas frustré, qui vit bien, dignement, bien transporté, bien nourri, bien logé, bien soigné, bien instruit, bien, etc. Il arrive dans votre entreprise, c'est un employé hyper motivé. Vous n'avez besoin ni d'école de gestion, ni de théorie de la motivation, ni de stratégie de motivation, ni de Wallo, comme en Allemagne, Scandinavie, Japon, etc., qui n'ont même pas de business school. Pourquoi? Parce que leurs citoyens sont des citoyens heureux. Et un citoyen heureux qui arrive chez Daimler-Benz, c'est un employé heureux. Et un employé heureux, il fait bien son travail. S'il fait bien son travail, le produit se vend. Si le produit se vend, le client est content. Si le client est content, l'argent rentre. Si l'argent rentre, je satisfais l'actionnaire. Alors ça, il faut l'inverser. D'abord l'ouvrier, ensuite le client et le dirigeant, ensuite l'actionnaire. Bon. Alors, voilà donc les grandes pistes de sortie. Et évidemment, se mettre dans la tête une bonne fois pour toutes que l'économie dépend de l'écologie et non pas l'inverse. Et aussi se mettre une bonne fois pour toutes dans la tête que l'argent que fait une entreprise, ce n'est pas l'argent du patron, c'est l'argent de tout le monde. Même si le patron a fait investissement, il a emprunté en une banque, enfin peu importe, mais après ce qui se fait, comme je préconise les modèles allemands, les modèles scandinaves, les modèles de Malaisie, on en parlera si ça vient dans les questions, tout ça, eh bien, ça se comporte soit sous les lois de l'État, donc ça c'est autre chose que je préconise aussi, inscrire dans la Constitution le mode de gestion des entreprises et l'économie, comme en Allemagne, comme en Scandinavie. Japon, c'est pas dans la Constitution, mais c'est presque, parce qu'ils ont copié l'Allemagne. D'après la Constitution allemande, vous ne pouvez gérer votre entreprise que sous la loi de la cogestion. Qu'est-ce que c'est la loi de la cogestion? Vous avez une station d'essence qui est à vous, à Berlin ou à Hambourg, vous avez 5 employés, vous n'avez pas le droit de prendre une décision sans l'accord de vos 5 employés. Voilà. Et tous les profits, tout ce que vous faites doit être transparent. Il y a un comité de surveillance qui surveille tous vos comptes, dans lequel sont représentés les ouvriers, le syndicat, etc., etc. Bon. Donc, alors, voilà, inscrire ça dans la Constitution et donc obliger les opérateurs économiques à respecter un minimum de décence, de partage. Ce que fait une entreprise, d'ailleurs ça c'est un principe de Taylor qu'on ne dit jamais, page 132, œuvre complète, édition du nom 1970,
je ne dis pas ça par pédanterie, mais parce que les gens ne veulent pas me croire, donc je donne mes références. Taylor a énoncé un énième principe qui est le suivant. Taylor, une fois que les coûts de l'entreprise sont payés, ce qui reste doit être partagé équitablement avec tous les employés. Qui connaît ce principe de Taylor? Qui l'enseigne? Ou on l'a tout simplement enlevé, parce que dans les écoles d'économie, comme on a enlevé beaucoup de concepts d'Adam Smith et d'autres, parce que dans les écoles d'économie et de gestion, on veut attirer les enfants de familles riches, qui payent, etc. Bon, donc voilà, une économie-gestion, co-gestion, économie autocentrée, compter sur nos propres forces. Et je terminerai par ceci. La seule richesse d'une nation, c'est le cerveau de ses habitants. L'investissement massif que nous devons faire, comme a fait la Chine, comme a fait la Malaisie, comme ont fait beaucoup d'autres pays, c'est, comme fait le Brésil maintenant, la formation, la formation, la formation, la formation. Le Japon n'a rien. C'est la 3e ou 4e puissance mondiale, je ne sais plus. Mais en tout cas, dans les 5 premiers, c'est sûr. Au Japon, il n'y a rien. Il y a 140 millions de Japonais, 140 millions de cerveaux. C'est tout. Et dans mes voyages dans le monde entier, partout où je vois des économies qui fonctionnent bien, c'est des sociétés où les gens sont instruits, la nature est respectée et où les gens sont instruits, respectés, bien traités. Sinon, l'économie ne va pas. Alors voilà, j'aurais à dire beaucoup d'autres choses, mais bon, excusez-moi, j'espère que je n'ai pas été trop long. Non, c'est correct. C'est juste dans le temps. À peu près.